l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver sur cette belle chaîne qu'est la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. À l'international, au Caire, parlons de cet accident de train qui a provoqué un important incendie. Le bilan actuel fait état d'une vingtaine de morts et de quelques 40 blessés. Une collision entre le train et un bloc métallique serait à l'origine du drame, suivant cet élément de nos confrères de l'AFP. Il était jusqu'alors le numéro 3 du Vatican. Depuis ce mercredi, la justice australienne a placé en détention le cardinal George Pell. Il est reconnu coupable de pédophilie. Sa peine sera donc prononcée le 13 mars prochain, suivant cet élément de France 24. Le mandat du cardinal Pell a expiré le 24 février, mais le Vatican, par la voix de son porte-parole, a tenu à confirmer dans un tweet laconique mardi soir que le cardinal Pell n'était plus préfet du secrétariat pour l'économie. Pourtant, un peu plus tôt dans l'après-midi, ce même porte-parole a déclaré qu'il fallait laisser la justice australienne faire son travail jusqu'au bout. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous avons le plus profond respect envers les autorités judiciaires australiennes. Ceci étant dit, nous attendons la fin de la procédure d'appel et nous rappelons que le cardinal Pell soutient son innocence et qu'il a le droit de se défendre jusqu'au bout. Car depuis les révélations des victimes, le cardinal nie tout en bloc. Je suis innocent. Ces accusations sont fausses. L'idée même d'abus sexuels m'est insupportable. L'une des victimes est décédée en 2014, l'autre a voulu garder l'anonymat. Son avocate s'est chargée de lire sa déclaration. Comme beaucoup de survivants, j'ai connu la honte, la solitude, la dépression et la lutte. Comme beaucoup de survivants, j'ai mis des années à comprendre l'impact que cela aurait sur ma vie. On a tous réalisé qu'on avait fait confiance à quelqu'un dont nous aurions dû avoir peur. Et aujourd'hui, on a peur de personnes auxquelles on devrait faire confiance. Dans les prochaines heures, le cardinal Pell connaîtra sa sentence. Il risque jusqu'à 50 ans de prison et a déjà déclaré qu'il comptait faire appel. L'armée pakistanaise dit avoir abattu 2 avions indiens au lendemain du bombardement par l'armée indienne d'un camp terroriste sur son sol. Le Pakistan ferme ainsi son espace aérien et propose des négociations à l'Inde. Les détails avec nos confrères d'Euronews. Ces photos diffusées par l'armée pakistanaise ont été prises à l'endroit où l'Inde dit avoir effectué une frappe aérienne ce mardi. Une opération qui, d'après New Delhi, aurait visé un groupe islamiste basé au Pakistan et fait un grand nombre de victimes sans qu'on ait plus de détails.
D'après les autorités indiennes, cette frappe a eu lieu dans un camp situé à Balakot, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, non loin du Cachemire. Le Cachemire est une région revendiquée par l'Inde et le Pakistan et qui est source de violences récurrentes. Ce haut responsable de la diplomatie indienne a justifié la frappe aérienne menée ce mardi, expliquant que cela s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de préciser que l'opération avait visé un camp du groupe appelé Jaish el-Mohammad. Ce groupe Jaish el-Mohammad était dans le viseur des autorités indiennes depuis qu'il a revendiqué un attentat suicide perpétré le 14 février au Cachemire indien, une attaque qui avait tué au moins 40 paramilitaires indiens. Plusieurs observateurs mettent en garde contre une escalade de la violence, l'Inde et le Pakistan brandissant systématiquement la menace de représailles. En réponse à la frappe indienne de ce mardi, le Pakistan a d'ailleurs indiqué que ses forces armées se tenaient prêtes à toute éventualité. Craignant une déstabilisation de la région, la Chine a appelé les deux voisins, indiens et pakistanais, à la retenue. L'Union européenne a également appelé les deux parties à éviter une escalade de la tension. Voilà donc tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons accueillir l'invité du jour, Madame Bigué Bop, journaliste culturelle à Enquête. Bonjour Bigué. Bonjour Léna. Bienvenue dans Midi Actu. Merci beaucoup. Alors, vous serez notre invité culture aujourd'hui dans ce numéro. Est-ce que vous suivez l'actualité culturelle? Parce qu'on parle beaucoup de FESPACO et tout, donc ce sera l'élément central que nous traiterons dans l'élément culture. Oui, je suis beaucoup la culture. Je travaille dessus tous les jours, donc je suis le secteur. Très bien. Et avant de parler culture, bien sûr, nous passons à l'entrepreneuriat juste après ceci. Et nous restons toujours à l'international, au Bénin, mais cette fois-ci pour parler bien sûr d'entrepreneuriat. Des jeunes béninois viennent de mettre sur pied des feux de signalisation Made in Bénin. Initiative pour apporter donc des solutions aux problèmes de circulation dans les grandes villes du pays. Suivons cet élément. Inédit, des feux tricolores typiquement made in Bénin installés ici au carrefour du 10e arrondissement de Cotonou. L'œuvre est le fruit du génie de ce groupe de jeunes. Grâce à leur start-up Alivo, ils ont mis en place ce système de signalisation doté de caméras et alimenté par l'énergie solaire. En tenant compte des réalités sur nos axes routiers, ces avantages s'illustrent à travers une référence de feux de signalisation dynamique et écologique. L'utilisation de la technologie solaire avec des accumulateurs modernes à décharge profonde et charge très rapide. Réguler la circulation, éliminer les risques d'accidents et permettre à chaque citoyen béninois de circuler librement et en toute quiétude. Ces jeunes innovateurs ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Dans leur volonté, ils ont reçu de nombreux soutiens. Ils disposent de ces intrants. Nous leur avons fourni des intrants et ils ont réalisé. Ils nous ont invités dans leur laboratoire, nous sommes allés visiter. Nous avons vu tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train d'innover pour cette nation. C'est tenu en Arménie a mis l'accent sur la résolution 5 qui consiste à valoriser les recherches et à mettre le fruit de ces recherches-là en pratique. Je pense que c'est ce que nous avons constaté. C'est ce que nous sommes en train de constater ce matin au niveau du carrefour du 10e arrondissement. La ville s'en réjouit. Promouvoir davantage l'expertise locale pour des solutions made in Bénin. Plus de feux tricolores importés, oui aux feux tricolores made in Bénin. Telle semble être la vision du gouvernement. À travers le ministère de l'Enseignement supérieur, il promet d'aider davantage ces jeunes brillants à mieux éclore les talents qu'ils couvrent en eux. Le ministère, donc, dans la poursuite de l'appui à ces innovations et demander aux jeunes d'aller encore plus loin pour que nous puissions les accompagner. En attendant un déploiement à grande échelle sur toute l'étendue du territoire national de cette révolution, le 10e arrondissement en profite à fond. À travers cette innovation, Une très belle initiative donc de nos voisins béninois. On voit donc ces jeunes béninois qui utilisent l'énergie solaire pour alimenter un peu les feux tricolores, donc des feux de signalisation made in Bénin.
Alors, c'est très bien que de jeunes Africains puissent réaliser cela et puissent au moins penser aux nouvelles technologies. Tout à fait. Et puissent se dire qu'au lieu de prendre l'électricité, d'alimenter cela avec le solaire, on a assez de soleil et c'est très intelligent de leur part. Un exemple à peut-être utilisé par les Sénégalais? Oui, et c'est bien aussi que l'État béninois les accompagne. Parce que fait. si ces jeunes sont assez ingénieux pour faire de très belles choses, si l'État n'est pas derrière, ça peut être très difficile. Donc c'est bien que nos États comprennent qu'il faut qu'ils accompagnent des jeunes aussi brillants. Pour ces startups. Et nous passons donc à l'actualité culturelle de ce jour. Un large focus sur le FESPACO, bien sûr. On a le temps pour nous, c'est le titre du premier film sénégalais diffusé ce lundi à l'occasion de cette 50e édition du FESPACO, un documentaire de la réalisatrice sénégalaise Léna Ndiaye. Donc dans ce film, elle nous fait découvrir un rappeur engagé pour la poursuite de l'œuvre de Thomas Sankara. Reportage. Cet esclavage, c'est de la politique. La migration est à sens unique. On reprend. Bon, ça vient. Pour cette entrée en lice du Sénégal dans la compétition officielle du FESPACO, la réalisatrice Cathy Léna Ndiaye est à l'honneur. Elle nous dresse un portrait intimiste du rappeur Smoké à l'avant-garde du combat pour achever la révolution entamée par Thomas Sankara au Burkina. Les œuvres artistiques ont tendance à façonner un peu la façon de voir le monde, la façon de voir le passé, le présent comme l'avenir, et à faire de nous des meilleures ou des plus mauvaises personnes. Voilà. Maintenant, quel camp on choisit? On choisit d'être des super vilains ou des super héros. Nous, on a choisi d'avoir un micro et d'utiliser ce micro-là pour pouvoir, d'une certaine façon, dispatcher une parole qui n'est pas forcément la vérité universelle, qui est peut-être tout simplement notre vérité à nous, mais qui est très souvent la vérité de ce qu'on entend tout autour de nous. Voilà, un peu comme des répétiteurs d'écho. Porter la voix du peuple pour faire partir Blaise Compaoré au pouvoir depuis 30 ans, Smoké assume son engagement et Cathy Léna Ndiaye l'a suivi pendant 2 ans pour fixer, mais avec précision, la détermination du rappeur. Pour moi, c'est vraiment l'artiste qui incarne le changement, qui rêve de changement, qui l'exprime, qui le met dans ses créations, qui le crie haut et fort, et qui, à un moment donné, rêve tellement de ce changement que ce changement arrive. Et donc, voilà pourquoi Smoké. Voilà. La journaliste sénégalaise, devenue réalisatrice, filme toujours de près ses personnages, comme pour mieux faire voir au public les tréfonds de ces derniers. Le film s'achève sur une note assez brusque, une invite à méditer sur le fait que le travail pour achever la révolution au Burkina est toujours en cours. Mais on a le temps pour nous. Titre du documentaire est une façon de relativiser les choses en se disant que ça viendra tôt ou tard. Alors, Bigué, vous avez déjà eu à couvrir des éditions du FESPACO. Aujourd'hui, donc, pour cette 50e édition, la présence du Sénégal à ce festival, comment est-ce que vous appréciez? Alors, le cinquantenaire du FESPACO est déjà assez important. C'est un tournant décisif dans l'organisation de cette compétition. Il est quand même assez triste, assez malheureux que le Sénégal ne soit pas dans la catégorie fiction. C'est la catégorie la plus importante. Et en 2017, le Sénégal a gagné l'étalon d'or de Yenenga. Et c'est dans cette catégorie qu'est décerné ce prix-là. Malheureusement, cette année, on n'a pas de long métrage fiction, ce qui fait qu'on n'est pas présent dans cette catégorie. On ne peut pas prétendre garder l'étalon, alors que le cinquantenaire, ce serait très symbolique, très, très important. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais quand même, le Sénégal est présent avec 6 films cette année. Avec 6 films, une série Garmi qui est réalisée par Cheikh Diallo. On est présent dans la catégorie court-métrage fiction avec une place dans l'avion de Hadijatou Diallo,
qui est Hadijatou Sow du moins, qui est assez prometteur. Le film a déjà remporté un prix au Club Ivoire 2017. On est présent avec Ordure de Mortala Kandji, qui était aussi au Club Ivoire 2018. Donc on est quand même assez bien représenté avec ce film de Cathy Ndiaye en long métrage documentaire. Et il y a aussi un film de Lobé Ndiaye en court métrage documentaire. Le seul regret, c'est qu'on ne soit pas dans la catégorie la plus importante. Ouais, exactement. Donc, on a suivi ensemble quelques extraits, en tout cas, de ce film documentaire de Cathy Ndiaye, qui c'est son premier film, hein, donc de journaliste à réalisatrice. Aujourd'hui, pour juger un peu la pertinence de son sujet traité, comment est-ce que vous voyez cela? Alors, je précise juste que c'est pas son premier film, c'est son premier film au FESPACO. C'est son troisième film, elle a déjà fait deux autres films. Maintenant, le film-là a été présenté en avant-première mondiale à Ouagadougou. Donc nous, on n'a pas pu le voir ici. On espère qu'après le FESPACO, la prochaine étape, ce sera le Sénégal. On l'espère bien. Maintenant, elle a travaillé sur un sujet assez important. Elle travaille sur Smoké, sa révolution, avec le ballet citoyen. C'est un peu comme, j'ai pas vu le film, mais c'est juste un peu comme le film de Ramachao avec les gens de Y'en a marre. Déjà que le ballet citoyen est inspiré de ce mouvement assez révolutionnaire. Donc, ce sera très difficile de dire quelque chose sur le film qu'on n'a pas vu, mais le sujet est assez important et Smoké représente quelque chose au Burkina Faso. Il est très écouté des jeunes, il est très suivi et assez aimé du public burkinabé. Donc, rien que pour la popularité, on peut dire que ce film peut attirer le public. Tout à fait. Et donc, concernant justement cette 50e édition du FESPACO, qu'est-ce qu'on peut retenir réellement, vous en tant que journaliste culturel et qui êtes très au parfum de ce qui se passe? Alors, déjà le FESPACO, c'est une manifestation vraiment à pérenniser, à faire tout pour qu'elle continue d'exister. On espère qu'après les 50 ans, ça va encore changer parce que, comme on dit, il y a des choses à faire dans l'organisation. Le FESPACO, c'est beaucoup de choses en même temps. Et ce qui est important cette année, c'est qu'ils ont repris les projections en plein air. Parce qu'on dit à la base, c'était ça le FESPACO, les projections en plein air. Et cette année aussi, ça va au-delà de la ville Ouagadougou. Il y a des projections qui sont prévues à Sénégimbi. Et puis, c'est assez important qu'il y ait cet engouement-là. Il faut être au FESPACO pour voir comment le peuple burkinabé s'est approprié ce festival. Et c'est important. C'est vraiment, vraiment l'une des manifestations culturelles les plus importantes du continent. Et nous, par exemple, les journalistes, on aime dire que le FESPACO, c'est la Cannes du cinéma africain. D'accord, très bien. Et nous restons toujours avec le FESPACO pour parler cette fois-ci de la cérémonie dédiée donc aux acteurs et comédiens qui a vécu la nuit des célébrités. Elle s'intitule donc 3 Sénégalais y ont reçu les honneurs suivant ce que nous propose Maïmounassi. Un trophée à Rokhaya Niang, joliment habillé, je tiens à le préciser. Et un trophée à Ibrahim Mouba. Félicitations à chacun d'entre vous. On fait une photo de famille avec tout le monde, voilà. Ça me remplit de joie. Mais j'aurais aimé que ce trophée, que cette manifestation se passe dans mon pays. Après plus de 50 ans d'existence dans ce métier d'artiste, de comédien, d'acteur du cinéma, j'aurais bien voulu le recevoir, ce trophée-là, au moins dans mon pays. Qu'une autorité de mon pays puisse me l'offrir. Je sentirais mieux le Sénégal. Je pense que c'est un bon réconfort et pour moi je le prends comme tel et en pensant tout de suite commencer à transmettre ce qu'on a déjà et puis d'essayer d'aller le plus haut possible, je veux dire vers une révélation. Mais ceci en même temps est symbole pour nous
la preuve de quelque chose qu'on a essayé de bâtir avec des gens qui nous ont accompagnés, qui nous ont toujours soutenus, des gens de notre pays, des gens de ce continent. J'ai commencé avec Mansour en 98. Et donc, mais vraiment, je ne pensais pas qu'un jour j'allais faire le tour de l'Afrique, le tour du monde, je peux dire, et recevoir des prix. Et aujourd'hui, être honoré ici à Ouagadougou. Vraiment, je ne pensais pas que j'allais arriver jusque-là. Mais comme on nous dit, il faut y croire. Si on fait quelque chose, il faut y croire. Voilà donc Bigué, on a suivi ensemble cet élément. On a vraiment distingué donc trois Sénégalais, trois fils du pays à cette 50e édition donc du FESPACO. Et on a entendu aussi l'appel de tonton Lamine Ndiaye qui est ici aussi chez nous à la RTS2, que nous félicitons d'ailleurs. Il se désole vraiment du fait qu'ils ne sont honorés qu'en dehors du Sénégal et que peut-être nous devrions être les premiers ici, en tout cas au Sénégal, à leur rendre les honneurs. Alors, je pense de manière générale déjà, le problème au Sénégal, c'est ça. On ne rend hommage à nos héros qu'après leur mort. C'est bien dommage et il a raison de dire qu'il serait bien mieux pour lui de recevoir ce prix chez lui. Alors, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, l'Association sénégalaise de la presse culturelle lui a dédié un prix, le prix du comédien de l'année. Il avait bien pris, il était très content de ça. Mais je pense que la meilleure des consécrations devrait venir de nos autorités. Tout à fait. Peut-être qu'elles y pensent et qu'après cet appel, nos autorités pourront réagir. Et il faut sortir peut-être du pays, voyager avec ces artistes-là pour voir un peu ce qu'ils représentent. Ce qui me semble qu'il n'est pas le seul, on en a discuté tout à l'heure en caméra. Ouais. Pour voir un peu ce qu'ils représentent. Moi, j'ai déjà voyagé, je suis déjà allée au Maroc avec Rokhaya Niang, mais il faut voir ce qu'elle représente au Maroc. Rokhaya Niang, de l'aéroport au centre-ville, il n'y en a que pour elle. C'est du Rokhaya par-ci, Rokhaya par-là. Tout le monde la connaît. Elle est même mieux connue au Maroc. Et quand je la taquinais en lui disant « Ouais, mais toi, tu es une star ici », elle me dit « C'est parce qu'on n'est pas allé au Cameroun ensemble. » D'accord. J'ai encore beaucoup plus de notoriété au Cameroun qu'au Maroc. Et Rokhaya, elle circule tranquillement ici. C'est peut-être 2 ou 3 personnes qui la reconnaissent en disant « Madame Brouette », mais à part ça, voilà. Pareil pour Ibrahim Mbaye. Espérons peut-être que l'appel sera entendu. Au fil du temps, oui, que les gens les reconnaîtront plus. Mais en fait, ce n'est pas aussi la photo publique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de valorisation de la culture chez nous, au Sénégal? Ce n'est pas la valorisation de la culture, c'est qu'ici, les gens, quand on parle de d'autres sujets, les gens pensent plus au folklore. Et ça va au-delà, c'est bien dommage. Même dans nos rédactions, c'est le problème. Les gens pensent d'abord au folklore, alors que ça va au-delà de ça. Mais pour les acteurs, par exemple, Lamine Ndiaye, aujourd'hui, il est très connu, mais cette notoriété, il la doit au théâtre. Et, que dis-je, au dramatique qu'on mettait à la télé. Aujourd'hui, Rokhaya Niang, elle est plus cinéma. Tout à fait. Et les gens ne la connaissent pas parce qu'aussi, on n'a pas de salle de cinéma où on va aller voir ses films. Bon, on a encore des salles privées pour le moment. Oui. Et je vois que Félicité aussi est en train d'être diffusée dans une salle, en tout cas ici, de cinéma, ce qui est déjà un bon début. Mais est-ce que ça sera pérennisé aussi? C'est la question. On a des salles de cinéma, mais le problème, c'est que c'est le public sénégalais même qu'on doit rééduquer pour qu'il aille voir les films. Il y a des gens qui ont mon âge, qui ont 30 ans, et qui ne sont jamais entrés dans une salle de cinéma parce qu'ils ont grandi sans salle de cinéma. Aujourd'hui, il faut rééduquer le public pour les ramener dans les salles de cinéma. Parce que même ici, lors des dernières récidacs, les projections, ce n'était pas full. Il y avait du public, mais ce n'était pas un très grand public. Ce n'est pas comme ailleurs où quand on parle de projection, les gens viennent en masse. Mais ça, c'est parce que le public ne s'est pas encore approprié le cinéma. Tout à fait. Et nous passons donc, mesdames et messieurs, à la dernière partie de Midi Actu.
Alors, le monde de la presse en deuil depuis ce mercredi. Marianne Siva Diop et Elhadj Sam Mbaye ne sont plus. Donc, comme je le disais tout de suite, décès survenu ce mercredi. Nous présentons bien sûr nos condoléances au groupe Futur Média et prions pour le repos de leur âme. Est-ce que vous aviez eu à connaître ces deux confrères? Alors, Sam Mbaye, on l'appelait Ndiol. Je l'ai rencontré sur le terrain. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revu. Marianne Siva, on a une histoire assez particulière, elle et moi. Je ne l'ai jamais vue, mais Siva, on se parlait très souvent sur Facebook. On échangeait très souvent des messages. C'est assez dommage qu'elle parte de cette manière, assez brusque. Mes condoléances à toute la presse. On sent la forte émotion, une émotion bien sûr que nous partageons, nous autres journalistes. Et c'est la fin, bien sûr, mesdames et messieurs, de ce numéro de Midi Actu. Nous étions en compagnie de madame Bigué Bob. Bigué, merci en tout cas de nous avoir accompagnés pour ce numéro de Midi Actu. Merci Léna. Et vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Et les journalistes culturels enquêtent. Et comme tous les jours, on se quitte avec la météo du jour. Mais j'aimerais juste remercier, bien sûr, Maïmounassi qui a coordonné ce numéro de Midi Actu. Remercier également l'équipe technique, toujours très présente dans la réalisation de Midi Actu. On se retrouve lundi à partir de 12h sur cette même chaîne, la RTS2. Au revoir. Nationale, le nombre des députés.